poursuivre et on va laisser la parole à Roselyne Doiron de Bicêtre, et une des responsables de dispositif France Coag, pour qu'on voit un peu les collectes de données à vie pour ces patients-là. Merci Yessim. Alors Hervé devait en principe se connecter, mais je crois qu'il a eu des difficultés, il n'arrive absolument pas à se connecter sur le lien, donc il vous prie de bien vouloir l'excuser. Donc je vais essayer de résumer. En fait, on est au tout début, donc il y avait deux solutions dans cette présentation. Soit on rentrait dans des détails qui peut-être seraient un peu fastidieux et qui vont peut-être d'ailleurs encore évoluer, donc finalement c'était peut-être prendre un risque pour rien. L'idée est prendre peut-être un peu des choses un peu plus générales. Donc on a bien évoqué au travers des présentations les difficultés à la fois de bien mesurer l'efficacité, la potentielle durabilité de cette efficacité, à la fois l'efficacité clinique, à la fois le taux de facteurs, qui ne sont pas forcément des choses qui peuvent être tout le temps complètement similaires, et la nécessité également de recueillir les effets indésirables potentiels en lien avec la thérapie génique. Et la question donc est, est-ce que le dispositif dont on a actuellement la jouissance en France, qui est l'entrepôt de données de santé France Coag, est-il adapté à la mise en place d'un recueil pouvant suivre ces patients qui ont bénéficié d'une thérapie génique? Alors en fait, les enjeux, bon, je vais aller assez vite parce que finalement on a déjà évoqué beaucoup de sujets. On sait finalement que, en tout cas pour les deux principales molécules qui arrivent là très très prochainement, une efficacité a été montrée sur la diminution du nombre de saignements et une diminution des recours aux traitements substitutifs pouvant durer donc un certain temps, qui est évidemment en fonction du recul que l'on a pour ces patients qui ont participé aux essais cliniques. Il y a eu aussi des effets secondaires, et donc ceux-ci sont vraiment à documenter et à recueillir au fil du temps. Ils peuvent être plus ou moins partagés parmi les différentes cohortes de patients qui ont été traités. Et il faut bien comprendre que finalement, le suivi que l'on a des patients qui ont participé aux essais cliniques est très limité dans le temps, mais qu'on a également un nombre de patients qui est très limité. Et puis surtout, il y a eu un certain nombre d'essais cliniques successifs, avec potentiellement des variabilités à la fois sur les vecteurs utilisés, sur la dose qui a été utilisée. Et donc finalement, quand on a deux molécules qui sont disponibles et des modalités de traitement avec des dosages, peut-être que les choses à l'avenir vont continuer à évoluer et que du coup les efficacités et les tolérances également vont évoluer. Et donc ce que je trouve très compliqué finalement avec la thérapie génique, c'est qu'on est sur une opportunité thérapeutique fantastique, mais qui est assez mouvante, évolutive, en fonction de l'évolution des connaissances. Il y a beaucoup de questions qui sont non résolues aujourd'hui, et comme cela a déjà été rappelé cet après-midi, il y a vraiment un paysage très florissant de nouvelles thérapies qui viennent finalement rajouter sur les décisions de prendre finalement cette option de la thérapie génique ou non. Ça suppose non seulement d'être très informé sur la thérapie génique, mais aussi d'être très informé sur les autres options potentiellement mieux adaptées pour certaines personnes, moins bien adaptées pour d'autres. Donc à l'horizon de l'AMM, donc même si ce n'est pas pour tout de suite aujourd'hui que l'on pourrait déclencher la mise en place et de tels traitements, on sait qu'ils vont arriver. Et donc les modalités de suivi et de recueil de données d'intérêt prennent bien sûr tout leur sens, et pas simplement dans le cadre d'un essai limité dans le temps, mais également pour recueillir l'ensemble des effets bénéfiques du traitement et aussi potentiellement des effets indésirables sur le moyen et le long terme. Alors, vous savez qu'en France, on a une organisation de soins qui est regroupée avec 3 différents centres de référence maladies rares, l'hémophilie, la maladie de Willebrand, les déficits rares, les pathologies plaquettaires, regroupées au sein d'une filière. Et vous voyez qu'un certain nombre de structures sont partie prenante de cette organisation. En ce qui concerne les médicaments, donc bien sûr les pharmacies hospitalières, également bien sûr les industriels qui développent ces médicaments,
Et on a également des sociétés savantes, des unités de recherche et également des organismes institutionnels qui sont là aussi pour nous épauler, notamment sur la mise en place de l'accès à ces médicaments, comme la NSM ou la HAS. Et donc tout cet ensemble, avec l'association de patients, qui est maintenant présente dans les principales instances de la filière MEMO, c'est une communauté, et c'est vrai que c'est, je trouve, extrêmement motivant d'avoir cette pluralité qui vient donc éclairer finalement les mises en place de stratégies thérapeutiques. Parmi tout ce qui gravite autour de cette filière MEMO, il y a un outil épidémiologique qui s'appelle FranceCoag, qui a ses propres instances avec un bureau, un comité de pilotage, un conseil scientifique commun avec la filière MEMO et FranceCoag, et depuis maintenant, depuis peu, un consortium d'industriels qui soutient également le projet de FranceCoag afin de contribuer au recueil des données d'intérêt, parce qu'évidemment, recueillir des données, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie aussi, et si on veut recueillir des données de qualité, ça suppose d'avoir l'énergie qui a été mise pour pouvoir recueillir l'ensemble de ces données. Donc finalement, il y a des parties prenantes très diverses, l'association de patients, le centre de référence de l'hémophilie, en ce qui concerne notre sujet de la thérapie génique de l'hémophilie, l'ensemble des centres, des CRC, MHC, bien sûr la DGS et la DGOS, qui sont parties prenantes du COPIL de FranceCoag, la HAS, la NSM également, et donc cet entrepôt de données de santé qui vient d'être qualifié comme tel par la CNIL, est qualifié en tant que registre pour un certain nombre de pathologies. Pour être qualifié en tant que registre, il faut pouvoir démontrer une certaine exhaustivité du recueil des patients. Alors on ne l'a pas, par exemple, sur l'ensemble des maladies hémorragiques rares. On pense, en tout cas, par exemple, sur les enfants hémophiles sévères ou modérés, où là on pense qu'on est très exhaustif au sein de nos CRC à colliger les informations concernant cette population de patients. On est probablement un peu moins performant sur d'autres maladies hémorragiques et peut-être aussi sur l'hémophilie mineure. Mais néanmoins, pour ce qui nous concerne aujourd'hui concernant la thérapie génique de l'hémophilie, donc qui touche principalement l'hémophilie sévère, voire l'hémophilie modérée, en fonction donc des critères d'inclusion ou d'accès, on peut considérer que FranceCoag, qui est qualifié en tant que registre, donc avec une certaine exhaustivité, peut permettre de capter cette population et ce groupe de patients. Alors les missions de FranceCoag, elles sont rappelées un petit peu en bas à droite. Ça nous permet déjà de recenser le nombre de patients, d'en reconnaître les caractéristiques, à la fois géographiques, les caractéristiques de santé, les comorbidités associées, etc. Ça remplit également, FranceCoag, des missions de veille sanitaire, c'est-à-dire c'était même le sujet premier du développement de l'ancêtre de FranceCoag qui s'appelait le suivi national des hémophiles, qui avait comme principale mission de recueillir les effets indésirables en lien avec l'utilisation des traitements substitutifs. Et petit à petit, ce dispositif s'est diversifié dans ses missions et a intégré également des questions de recherche afin de répondre à des questions scientifiques au travers des données qui sont collectées en vie réelle, donc en dehors d'un essai clinique, donc pouvant ainsi représenter peut-être de façon beaucoup plus large et exhaustive l'ensemble des populations concernées, quelle que soit leur comorbidité. On sait par exemple que dans des essais cliniques, un certain nombre de critères d'exclusion vont exclure certaines personnes en fonction de leur sexe, en fonction de leur âge, en fonction de la présence de comorbidité. Et lorsqu'il vient le moment d'utiliser ces médicaments en vie réelle, eh bien peut-être que l'efficacité ou la tolérance pourra être potentiellement différente. Donc c'est important d'avoir ces données en vie réelle pour avoir une meilleure vision de l'efficacité et de la tolérance d'un médicament. Alors au-delà de ça, il y a des médicaments qui n'ont pas encore d'utilisation de mise sur le marché, des patients qui sont donc en essai clinique. Alors dans FranceCoag, on peut les recueillir comme tels sans divulgation et intégration d'analyse de données jusqu'à ce que l'essai clinique soit terminé, auquel cas, à ce moment-là, les données sont accessibles et donc sont dévoilables à l'analyse des données de FranceCoag. Et puis, dans le cas des missions de MEMO, nous avons donc reçu de la DGOS
la demande de pouvoir également essayer de recenser toutes les utilisations hors AMM des médicaments utilisés dans le cadre des maladies hémorragiques. Et donc c'est l'Observatoire du médicament, pardon, des traitements, parce que ça a changé, c'était au début de l'Observatoire du médicament, c'est devenu l'Observatoire des traitements. Et donc c'est vrai qu'au travers de France Coag, on peut aussi, d'une façon parallèle, arriver peut-être à bien recouper les informations et être sûr de recueillir le maximum de ces utilisations hors AMM. Enfin, France Coag a des requêtes également qui viennent de structures institutionnelles. Par exemple, lorsqu'il n'y a pas suffisamment de données sur une utilisation d'un médicament au cours du développement clinique de cette molécule. Je prends l'exemple de thérapies non substitutives comme l'emicizumab, pour lequel on avait très peu de données chez des enfants sans inhibiteur. Eh bien, la HAS a mandaté France Coag afin de poursuivre le recueil dans le cadre de la vie réelle de ces données d'efficacité et de tolérance afin de fournir aux autorités de santé des informations précieuses pour avoir plus d'informations sur les groupes de patients un peu manquants lors du développement clinique. Alors France Coag, sur les dernières datas, si vous allez sur le site de France Coag, vous pouvez avoir des mises à jour des statistiques nationales mises régulièrement à jour. Donc on est à presque 13 500 personnes incluses. Et je vous ai mis les dernières données, ça c'était hier, ou je ne sais plus quand, des patients potentiellement incluables, on va dire, avec des hémophilies A ou B, sévères ou modérées. Et vous avez donc les chiffres ici, 2135 pour les A sévères, 889 pour les A modérés, 419 pour les B sévères, 421 pour les B modérés. Bien évidemment, indépendamment de la présence ou non d'un inhibiteur, des enfants, des adultes. Évidemment, toutes ces personnes ne sont pas éligibles à une thérapie génique, mais une petite proportion quand même d'entre eux le sont. Dans le cadre de l'évolution de France Coag, et en ayant en tête justement les évolutions des nouvelles thérapies, l'application qui était utilisée pour renseigner les données cliniques recueillies dans France Coag a évolué vers une version V3 qui est en cours de développement et qui a conduit à l'augmentation du nombre de variables que l'on doit renseigner, en particulier pour les pathologies régistrables, c'est-à-dire pour les patients les plus sévères, les sévères et les modérés. Donc, dans le cadre de la thérapie génique, à partir du moment où ces molécules vont devenir disponibles et accessibles à la prescription, les items qui sont actuellement déjà recueillis dans la V2, plus les items qui vont être additionnellement recueillis dans le cadre de la V3 de France Coag, vont permettre de pouvoir recueillir un certain nombre de données à la fois d'efficacité et de tolérance. Ces différentes caractéristiques, elles vont être regardées. Bien évidemment, il y aura aussi des variables qui vont être particulièrement d'intérêt dans le contexte de la thérapie génique, notamment sur des données qui vont, par exemple, concerner l'utilisation des données des statuts de santé du foie, la tolérance des corticoïdes lorsqu'ils auront été utilisés, etc. Pour ces recueils de données, on pourra recueillir les données cliniques qui vont être recueillies pour des patients qui ont peut-être déjà participé à des protocoles d'essais cliniques de thérapie génique, en recueillant, après levée de confidentialité, en fin d'études cliniques, les informations qui auront pu être recueillies, et de façon prospective vont être recueillis en vie réelle les nouveaux patients qui vont bénéficier de cette thérapie, avec des visites, comme vous l'a dit Yessim, a priori donc avant la thérapie génique, puis ensuite, 1er mois, 3e mois, 6e mois et 12 mois. Quand on met en fait M1, M3, M6, M12, ça ne veut pas dire qu'on recueille juste la donnée des transaminases, par exemple, à M3 ou à M6. On va recueillir tout ce qu'il y aura eu comme données recueillies, de transaminases en l'occurrence, dans l'intervalle entre la visite au 1er mois et au 3e mois. Donc, chaque élément biologique va pouvoir être recensé à la visite suivante afin d'avoir des données les plus précises possibles de la toxicité, des éventuels effets indésirables des médicaments qui pourront être recensés.
Alors les choses qui seront particulièrement d'intérêt, et on en a déjà parlé et évoqué, c'est bien sûr l'historique hépatique. Est-ce qu'il s'agit dans les antécédents du patient de quelqu'un qui est porteur d'une hépatite B chronique ou d'une hépatite C chronique? Est-ce que cette hépatite C a pu être traitée et guérie? Mais est-ce qu'il existe une fibrose résiduelle des conséquences de cette infection chronique, même si elle a pu être l'objet d'une éradication du virus ou pas? Est-ce qu'il existe des médicaments hépatotoxiques? Et on sait que dans le VIH, un certain nombre de médicaments peuvent avoir une toxicité hépatique. Et donc ce sont des informations qui seront importantes à recueillir pour interpréter les données d'évolution et de suivi au niveau de la tolérance du foie. Et puis on va également essayer sur le plan du cœur finalement des conséquences des événements hémorragiques, en particulier articulaires, essayer d'avoir un état de base du statut articulaire au travers de 2 scores. Le premier, c'est le score clinique AJHS, donc est un score qui regarde l'état des articulations, de 6 principales articulations, et un score d'échographie qui va également mesurer la présence ou non d'une synovite au niveau des principales articulations. C'est ce qu'on appelle le score EDUS. Après, bien sûr, lorsque la thérapie génique va être initiée, on va recueillir quel est le type de médicament reçu, le type de vecteur, la dose qui aura été reçue, et on va donc engager le suivi à la fois sur le versant de l'efficacité et sur le versant de la tolérance. Et dans le cadre, et ça c'est une nouveauté de la V3 par rapport à la V2, vont pouvoir être recueillis le nombre de saignements total entre 2 points de visite France-Coag, le nombre de saignements graves, hémorragie intracrânienne ou hémorragie digestive mettant en jeu le pronostic vital, etc., et le nombre d'hémarthroses, là encore, pour essayer d'évaluer l'état des lieux donc avant thérapie génique et sur le suivi dans les années qui vont suivre la mise en place de la thérapie génique. Il existe déjà des critères biologiques des variables qui sont présentes dans les différentes variables biologiques recueillies dans la V2 et qui vont continuer à être recueillies dans la V3. Et par exemple, les taux de facteurs, quel que soit le type de test utilisé, il y a différentes modalités de dosage du facteur 8 ou du facteur 9. Donc il y a des items différents pour ces 2 modalités de dosage. On sait que ça a un impact très important parce que la thérapie génique peut donner des résultats qui sont différents en fonction du type de technique qui est utilisée. Et on aura donc également le recueil des traitements substitutifs additionnels qui seront recueillis si, par exemple, il y a un saignement ou une chirurgie ou un événement traumatique sévère et que des traitements substitutifs facteur 8 ou facteur 9 auront été donnés en plus. Bien sûr, donc, il y aura le suivi articulaire au travers de la répétition des scores cliniques AJHS et du score échographique EDUS. Et concernant la tolérance, donc on va recenser les effets indésirables au moment de l'injection de la thérapie génique, suivre l'évolution des paramètres hépatiques et en particulier des transaminases. Est-ce que c'est une élévation précoce? Est-ce qu'elle va arriver plus tardivement? Et on a développé de façon assez extensive et détaillée les types de corticothérapie qui auront été potentiellement mis en place, que ce soit préventive, c'est-à-dire on va d'emblée pour certaines molécules débuter des corticoïdes même avant l'élévation des transaminases, ou si on donne la corticothérapie de façon réactive, c'est-à-dire uniquement si on a une élévation des transaminases, ce qui peut préserver le fait de ne pas utiliser de façon systématique des corticoïdes dans certaines situations, notamment sur la thérapie génique d'hémophilie B. Et ensuite, on va recueillir les doses de corticoïdes, la façon dont elles vont être ensuite décroissantes au fil du temps, et les effets secondaires spécifiques de la corticothérapie, parce qu'indépendamment de l'hépatologue, on va probablement également avoir besoin de l'aide de nos collègues endocrinologues également pour gérer toutes les complications métaboliques de la corticothérapie, comme le diabète par exemple, ou les complications infectieuses qui potentiellement pourront arriver dans un contexte d'un traitement qui a aussi des effets immunosuppresseurs. Bien sûr, on va surveiller l'apparition ou non des inhibiteurs antifacteur 8 ou antifacteur 9, et les événements d'intérêt comme les thromboses, le développement de pathologies auto-immunes, le développement de cancer, les décès ou tout autre événement qui pourra être recensé dans des champs libres et qui ne sont pas pour l'instant identifiés comme tels dans France-Coag. Donc ça, c'est pour notre registre national. Il existe également, au niveau international,
le Gene Therapy Registry, qui a été développé par la WFH, donc la Fédération mondiale de l'hémophilie, qui souhaite, dans une approche très globale, répondre justement à ces questionnements de tolérance et d'efficacité sur le long terme, en vie réelle, sur le plus grand nombre possible de patients ayant reçu une thérapie génique dans le monde. Alors c'est une gouvernance qui est vraiment extrêmement multiple, avec là aussi des instances qui font décrit le projet et donc définit un certain nombre de données à recueillir dans le cadre de ce registre. Il y a un conseil scientifique, un comité exécutif, un groupe de patients, des consortiums industriels, des représentants de la WFH et de sociétés savantes comme l'ISTH, l'IAN, des représentants de l'EHC, donc l'European Hemophilia Consortium, donc côté patient, et également le conseil scientifique de l'EHC, l'association de patients américaine, NHF, également des personnes qui sont impliquées dans le recueil des données rapportées directement par les patients, donc c'est ce qui est intitulé ici sous le nom de PROB, et également sur les industriels qui ont accepté de contribuer à ce registre, essayer de récupérer les données des patients qui étaient dans les essais, là encore, une fois que les essais cliniques auront été terminés. Il y a eu donc également des sets de données qui ont été discutés afin d'établir un set de données minimal, bon, qui n'est pas très différent finalement de ce qu'on a nous dans France Coag, on va dire à 90%. Et ce projet a été soumis à la fois à la FDA, mais aussi donc côté nord-américain, mais aussi à l'IME donc en Europe, avec une demande d'accès à ces données qui sera possible pour les centres qui participent de façon directe, qui n'ont pas la chance de pouvoir bénéficier d'un registre national dans leur pays, mais qui peuvent quand même contribuer de façon directe à l'inclusion de patients. Et ils peuvent récupérer les données de leur centre uniquement, de même qu'un industriel peut discuter avec le conseil scientifique de GTR pour récupérer les données de leurs propres produits. Tout accès en fait à ces données étant bien sûr soumises à des requêtes au conseil scientifique de GTR. Bien sûr, les registres comme France Coag, il y en a d'autres dans d'autres pays, par exemple au Royaume-Uni, et donc les modalités de transfert à partir de registres nationaux vers ce registre plus global international, ce sont des modalités qui sont en cours de discussion. On peut très bien envisager, par exemple, qu'une question scientifique d'intérêt particulière puisse être faire l'objet d'un consortium de patients, de registres qui sont présents dans les différents pays qui ont ce type de registre, pour pouvoir collaborer sur un projet précis à la réponse à une question scientifique. Ça, c'était donc la publication du set de données qui a été établi par GTR. Avec, je vous ai remis ici les choses très, très globales en fait, de ce qui a été évoqué sur les grands chapitres en fait, des modalités de recueil des items pour l'efficacité et la tolérance. Donc en conclusion, France Coag, dans sa version V3, qui est en cours de développement, va offrir l'opportunité de recueillir, on espère, de façon assez exhaustive les données de suivi thérapie-génique en France. On considère que c'est vraiment un outil qui va être indispensable pour pouvoir répondre à des questions non résolues dans le domaine, mais que des collaborations internationales pourront bien sûr être développées avec des sujets spécifiques qui permettront de répondre et de progresser dans la prise en charge. Je vous remercie. Merci beaucoup, Roselyne. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, sur le chat? Alors, moi j'ai une question et ensuite il y a une question sur le chat qu'on a oubliée sur la session précédente, mais on reviendra peut-être après poser la question. Désolé, parce que c'est une question importante, donc ça me paraît bien de revenir dessus. Merci beaucoup pour la présentation. Moi je voudrais poser une question par rapport à comment, parce que vous avez décrit la communauté, et j'aime bien ça, moi, personnellement. Et la communauté, ça comprend bien tous les centres, l'association et l'organisation de France Coag. Par rapport au registre, et donc en tout cas de ce que j'ai entendu jusqu'à présent, c'est que les données sont essentielles, elles sont vitales, de façon, on va dire, normale, mais encore plus dans la TG.
de la thérapie génique. Oui. Donc voilà, le sujet aussi de liaison, de travailler avec le registre de la Fédération mondiale de l'hémophilie, c'est aussi, en tout cas pour l'association, c'est extrêmement important de cette vision et d'avoir cette vue à 360 et puis presque en live, on va dire, en direct, par rapport aux effets positifs, négatifs, peu importe, de la thérapie génique sur les patients. Et aussi d'adapter, je pense, aussi le suivi. Je pense que aussi à travers cela, il y aura peut-être quelques pistes sur le suivi qui fera qu'on évoluera par rapport à ce qui est connu aujourd'hui. Comment parce que c'est aussi un enjeu pour nous, pour la communauté, mais c'est aussi un enjeu pour les industriels, et notamment dans le cadre, donc j'arrive à la question, excusez-moi, des autorisations que nous avons aujourd'hui au niveau européen, c'est des autorisations conditionnelles. Et conditionnel veut dire que l'EMA, en tout cas l'organe européen pour l'autorisation de ces thérapeutiques, demande des données à plus 12, plus... Je veux dire que voilà, il faut alimenter ces données. Donc comment... et dans ce cadre, un industriel qui va avoir une autorisation va vouloir avoir ces données, accès le plus rapidement possible, les maîtriser. Comment, en France, notre communauté doit réagir face à un industriel, quel qu'il soit, de dire, en fait, je viens avec ma molécule, mais je vais aussi venir avec mon registre. Alors qu'en France, nous avons, France Coag, la V3 qui arrive. Comment on doit réagir par rapport à ça, même si, il y a ce mot conditionnel, qu'il faut être réactif. Comment on peut réagir, répondre peut-être à la question d'un industriel ou par rapport à sa demande, s'il veut collaborer avec France Coag, ou répondre s'il ne veut pas collaborer, il veut avoir son registre à lui et maîtriser ses données. Je pense en fait que le temps il est limité pour tout le monde. Le turnover des nouvelles thérapies est de plus en plus rapide, c'est-à-dire que le switch d'une stratégie thérapeutique vers la suivante, etc. On voit que ça s'accélère si on regarde un peu ce qui se passe depuis 30 ans. Et on n'a pas les moyens de recueillir des données dans 50 registres ou 50 études en même temps. L'opportunité de pouvoir rentrer au travers d'un tronc commun, qui est celui du registre national, permet de répondre à la fois aux autorités de santé, de répondre si la façon dont a été construit le recueil des données a intégré les aspects utiles également à l'industriel, c'est-à-dire quelles sont les données qui lui sont demandées au plan réglementaire, en termes de suivi au décours, etc. Si les choses ont bien été anticipées au préalable, on peut à la fois répondre à nos propres problématiques, à nos autorités de santé et à l'industriel concerné. Et en réalité, ça fait quand même un gain de temps que d'avoir les mêmes items qui seront recueillis dans différents... plutôt que d'avoir 3 recueils différents, d'avoir un seul tronc commun au départ, qui permettra de pouvoir répondre à ça. Après, il y a toujours des données additionnelles. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une question spécifique, qui va être peut-être une particularité de telle thérapie génique et pas de telle autre, mais pourtant qui est une question d'intérêt, dans ces cas-là, on peut toujours développer un projet de recherche qui va être réalisé et construit pour recueillir cette donnée complémentaire sur une donnée de temps potentiellement définie afin de répondre à cette question spécifique. Donc, il y a des collaborations et des interfaces qui sont possibles. Et la façon dont je vois, parce qu'on sait qu'on va avoir très peu de patients au départ, mais que peut-être les choses vont s'élargir avec le temps. Donc si on veut essayer de gagner le plus d'informations possible rapidement, bien sûr que la collaboration internationale est également indispensable. Mais on a quand même, lorsque l'on fait signer un consentement actuellement à des patients avant de rentrer dans France Coag, lorsque l'on propose l'inclusion dans France Coag, ça reste bien évidemment volontaire, c'est-à-dire qu'un patient qui ne souhaite pas rentrer dans France Coag, ces données ne seront pas transmises à France Coag. Donc, si il y a un consentement qui est signé pour participer à France Coag, pour le moment, le périmètre il est défini sur des données qui restent au niveau national. En revanche, s'il y a un projet de recherche qui est écrit avec un protocole qui est spécifique,
qui va décrire une collaboration en disant voilà tels items qui vont être suivis et extraits des données de France Coag, mais aussi du registre anglais, mais aussi du registre de GTR, de thérapie génique de la Fédération mondiale, et qui va permettre, dans le cadre d'un projet collaboratif, de répondre à telle question. Alors là, ensuite, on va faire une nouvelle note d'information qui sera disponible sur le site de France Coag pour que les patients soient informés. Il y aura une information spécifique s'il y a cette participation, et donc là, les patients seront en capacité de donner leur accord ou non de transfert de leurs données. Donc, en fait, il y a à la fois les données que l'on souhaite récupérer, il y a à la fois ce que les patients peuvent aussi être d'accord, les sujets de recherche auxquels ils souhaitent contribuer ou non, et c'est aussi leur choix. Et donc, en pratique, je vais prendre un exemple, c'était sur les risques d'inhibiteurs avec des produits recombinants, ou facteur 8 recombinant ou facteur 8 plasmatique. De telles collaborations ont pu être réalisées avec différents types de registres pour pouvoir colliger l'ensemble des données de 3 registres différents. Donc il y avait le registre PEDNet, qui est un registre européen qui recueille les données sur des enfants atteints d'hémophilie. Il y avait le registre anglais et France Coag. Et donc sur des items très similaires, sur la façon dont c'était recueilli, ont pu être colligés sur un nombre beaucoup plus important de patients, les informations qui étaient nécessaires sur la question de recherche qui avait été définie. Et donc ce type de collaboration-là, à mon avis, peut très bien être construit dans le cadre de la contribution et de la collaboration avec le registre GTR. Je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment à votre question. Oui, il y a Sophie qui a une réponse aussi. Juste une autre question, quand je veux dire par rapport à la collaboration extérieure, ça je comprends bien, oui. Mais par rapport à une demande spécifique d'un industriel sur une molécule en particulier et qui veut utiliser son registre par lui-même, oui. Ça vous n'avez pas trop répondu, mais moi ce que je comprends, et après oui. vous me dites si j'ai tort, c'est qu'in fine, quand même, le patient doit signer un accord de consentement. Ou en tout cas informer. Et s'il veut ou il ne veut pas être inclus ou pas inclus. Il y a 2 niveaux. Il y a l'inclusion dans France Coag. On ne peut pas inclure des données d'une personne qui a une maladie hémorragique rare et qui est éligible à France Coag sans son accord. Donc tout accord d'inclusion de données d'un patient doit passer par la remise d'une note d'information, l'explication des objectifs et des missions qui sont allouées à France Coag, et ensuite expliquer pourquoi nous, ça nous paraît intéressant et utile, qu'est-ce qu'on fait des données, et ensuite la personne accepte ou n'accepte pas de participer à cet entrepôt de données de santé. Ça, c'est par rapport à le projet tel qu'il est défini. Si quelqu'un a une thérapie génique dans le cadre d'un essai clinique, alors après, donc ok, donc après, il existe là pour le moment, pour les 2 molécules dont on parle, les industriels concernés font partie du consortium d'industriels qui contribuent à supporter France Coag et qui donc ont contribué également à la lecture des variables qui ont été établies pour la V3 et donc ont accepté en fait le principe de passer par France Coag pour récupérer ces données. Donc ça, c'est on va dire pour le moment. Après, bien sûr, il y aura peut-être d'autres industriels, d'autres qui peut-être pourront tout à fait aussi rejoindre cette modalité. Et s'il y a des items ou des variables complémentaires qui ne font pas partie actuellement du set de données qui est recueilli dans France Coag, on peut tout à fait envisager d'écrire un projet de recherche qui contiendra ces données additionnelles, mais là, ça supposera de refaire une note d'information des patients en disant, voilà, vous aviez été informé qu'on recueillait telle et telle chose dans le cadre de vos données de santé. Là, maintenant, on souhaiterait recueillir telle autre et telle autre variable. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? En fait, donc, il y aura une redemande de consentement à partir du moment où c'est un projet qui va inclure des données non incluses initialement dans la note d'information V3 de France Coag. Très rapidement, Sophie. Oui, je voulais juste dire ce que tu viens de dire. Pour moi, il y a 3 choses extrêmement importantes. Il y a que les industriels rejoignent le consortium dès que, et c'est le cas pour les 2 molécules autorisées, mais dès qu'il y a un nouveau, il faut qu'ils rejoignent le consortium. Et donc la meilleure preuve que les industriels souhaitent participer, c'est qu'effectivement, ils font partie de l'édifice de France Coag. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que France Coag est déclaré
officiellement aux agences Oui. comme étant le registre de recueil en vie réelle que l'on souhaite favoriser pour ces pathologies. Oui. Donc ça, c'est 2 éléments très forts. Et enfin, la troisième chose, et c'est un point de vue peut-être plus personnel, il me semble que, pour l'instant, en tout cas, ce qui sera de l'ordre du soin courant et de la recherche pour la thérapie génique, dans le cadre du recueil des données, il me semble que c'est une seule chose, parce que effectivement, on ira peut-être plutôt en décroissant du nombre de données qu'on va recueillir qu'en accroissant. Donc c'est un statut un petit peu particulier. Je pense que c'est un point de vue partagé par tous les praticiens de CRC. C'est pas que personnel. Écoutez, je pense qu'on est obligé. Allez, S'il n'y a pas le temps, je ne suis pas obligée d'intervenir. très rapidement. Donc, moi, je me présente, je suis Madame Matko, j'appartiens à la NSM. Donc, je voulais juste clarifier un petit peu le côté AMM conditionnel, parce que je sais que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. Donc, c'est vrai que quand un industriel a une AMM conditionnelle, il doit s'engager à rapporter un certain nombre d'informations complémentaires sur les premières années de vie de son produit. Et donc, en effet, il est tenu de remonter un suivi de patients en vraie vie, mais pas de l'intégralité des patients. En fait, il dépose un protocole de suivi qu'on valide au moment de l'AMM. Et donc, en fait, ça ne représente pas un suivi de l'intégralité des patients qui bénéficieront de la thérapie génique post-AMM. Et il est responsable de ce suivi. Donc, après, à lui de choisir quelle est la meilleure solution pour lui pour avoir des données fiables et le plus exhaustif possible, dans la limite de ce qu'on lui demande. Donc, c'est vrai que côté autorité de santé, nous, ce qu'on veut, c'est que le laboratoire ait les données, qu'il puisse les analyser, en disposer aux échéances qui lui sont imposées. Et si pour ce faire, il peut s'allier à un registre qui fonctionne, on a vu ça pour les CAR-T. En France, ça a exceptionnellement bien marché, ce qui n'a pas du tout marché dans les autres pays. Mais c'est vrai que nous, on favorise aussi le fait de ce type de collaboration. Mais c'est vrai que ça reste la responsabilité du titulaire de mettre en place ce suivi, d'en tirer les conclusions dans les endpoints qui sont imposés par son AMM. Donc c'est vrai qu'on encourage ces collaborations et je pense qu'on a tout à gagner à ce qu'elles se passent bien. Néanmoins, pour ce qui est spécifiquement de l'AMM conditionnel, je ne parle pas de toutes les données qu'on peut générer en termes d'intérêt public et scientifique, ce qui a également pu être fait pour les registres CAR-T. Il y a eu beaucoup de données qui ont été remontées et qui ont pu être exploitées par toute la communauté médicale. Et en parallèle de ça, les laboratoires ont pu avoir les données qu'ils étaient nécessaires qu'ils collectent dans le cadre de leur AMM conditionnel. Merci. Je sais qu'il y a des questions très brûlantes, mais comment on est sur le plan timing? Est-ce qu'on est déjà connecté? Pas encore? On a 2 minutes? On a la pause. On fera moins de pause. Allez, 1 minute chacun, s'il vous plaît. Alors, moi j'ai une question qui me triture un peu l'esprit. C'est en fait, contrairement aux Zolgensma, bon, on n'a pas le choix. Myopathie du chêne, on n'a pas forcément. Il y a des produits qui arrivent sur le marché. On a déjà un autorisé, mais il y a une fenêtre thérapeutique. Il n'y a pas de traitement alternatif, donc on va y aller. Pour le cas de l'hémophilie, en fait, je me posais la question de quelle était la position, parce que là, il y a des traitements alternatifs et il y a des produits qui sont dans le pipeline et même au bout. Il y a Benegen qui est déjà en cours d'évaluation FDA et EMA. Ce n'est pas le même sérotype. Les critères d'exclusion, c'est plutôt des patients positifs pour la V6, à ma connaissance, parce que c'est un variant dont on ne connaît pas vraiment l'identité, mais ça doit être un mix entre AV6 et AV8. La dose est inférieure, bien inférieure, ils sont à 5, 10, 11, donc un log et demi. Donc je me posais la question de, est-ce que le patient, dans la discussion avec le patient et au RCP, est-ce que voilà, vous allez vous autoriser d'attendre un peu pour voir si le produit arrive sur le marché? Est-ce qu'on prend la décision à un instant T? Bon. Écoutez, par rapport au dispositif que j'ai présenté, je pense qu'on va suivre, c'est ce que j'ai essayé d'exprimer. Vous pouvez bien mettre très proche de la bouche votre micro. Pardon. C'est des outils qui vont évoluer au fil du temps avec les nouvelles molécules qui vont s'ajouter à la liste. Et l'idée, c'est d'essayer justement de trouver la molécule qui conviendrait à un individu donné. L'idée, c'est d'essayer de faire une personnalisation avec le choix du patient. Donc oui, on va tenir compte de ces choses-là avec les effets secondaires qu'on va observer, avec les molécules qui sont déjà là et comment on peut améliorer. Ça sera le job de prochain présentateur. Moi, je voulais remercier Rosine Noiron pour sa présentation. Je voulais souligner un point
C'est l'enjeu qui va être celui, cette fois-ci, du consentement, parce que cette fois-ci, il y a un consentement, je veux dire, pour pouvoir intégrer France Coag. Et à mon avis, c'est essayer dans le dialogue qu'il va y avoir, de faire comprendre tout l'intérêt d'adhérer à ce registre pour les personnes qui vont en thérapie génique. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu là de discussion. Il y a peut-être un travail à faire pour aider, j'allais dire, les gens à s'intégrer dans ce registre, même si fondamentalement, je pense qu'il y aura peu de gens qui... Mais il faut expliciter, dans un contexte où la science, le captage des données est un élément dans lequel qui revêt un peu à la fois un mystère et puis un soupçon. Je pense que il faut absolument pas prendre ce truc à la légère. Ça nous prend beaucoup de temps d'ailleurs. Et ça prend d'ailleurs beaucoup de temps. Donc je pense qu'il y a un travail peut-être à faire d'explicitation sur cela, et je pense que ça serait bien de faire un travail spécifique sur ces questions-là. Moi, je voudrais souligner un des éléments, moi, qui me semble le plus important, mais c'est peut-être ma marotte, ou mon biais, mais je trouve que quand on est patient et qu'on participe à France Coag, au-delà de le fait, oui, bien sûr, je comprends, vous avez besoin de consulter les données, mais il y a aussi un élément, c'est que ces données, elles sont utilisées par des professionnels, des chercheurs, etc., qui font des analyses, qui publient des papiers, et ces papiers, ils sont très rarement retournés aux patients dont on a pris les données. Et moi, je pense que c'est une erreur fondamentale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on utilise des données France Coag, il devrait y avoir une obligation pour ceux qui ont écrit les papiers, etc., de faire une version soft, une version, je ne sais pas, vulgarisée. Exactement. De leur papier pour dire, voilà ce qu'on a fait grâce à vous, voilà quelle étude, voilà ce à quoi ça permet. Parce que c'est comme ça qu'on voit l'intérêt de participer à un registre. Autrement, on se dit, c'est un truc de chercheurs, là, ils font leur truc, ils vont analyser machin, je ne sais même pas si c'est anonyme, si ça se trouve. Donc, voilà, moi, c'est un cri du cœur, mais... Alors, c'est absolument essentiel. Alors, c'est peut-être parce qu'on ne publie pas assez, du coup, il n'y a pas l'occasion d'avoir des papiers de vulgarisation autant qu'on voudrait, mais on espère qu'une fois la V3 mise en place, ce qui nous prend beaucoup d'énergie, c'est typiquement l'enjeu de la présentation des choses. Pour mémoire, il y avait eu, par exemple, sur ce travail développement d'inhibiteurs entre facteur 8 recombinant et facteur 8 plasmatique, il y a eu effectivement spécifiquement un document qui avait été écrit à destination des patients et qui permettait de retraduire en mots qu'on a essayé de faire les plus simples possibles le contenu et les messages qui étaient issus de ce papier. Mais vous avez tout à fait raison, c'est absolument essentiel. Et même au-delà du consentement, le jour où on informe d'un consentement, le fait de pouvoir, lors d'une consultation suivante, dans nos comptes rendus, par exemple, dire visite France Coag, renseigner ce jour, et d'avoir eu l'opportunité d'en discuter en consultation, ça fait un truc de plus, mais de dire est-ce que vous êtes déjà allé sur le site de France Coag pour voir les informations? Est-ce que vous avez eu la curiosité d'aller voir? Est-ce que vous savez qu'il y a un site qui est consultable? Et donc de pouvoir donner les clés de ce genre de choses. Et puis éventuellement d'éclairer un sujet particulier. Bon, c'est vrai que on essaye, quand on a le temps de le faire, de pouvoir effectivement prendre une partie des choses. Et ça nous sert dans l'explication de l'obtention du consentement aussi. Bien sûr, c'est essentiel. C'est le moteur. Peut-être que le congrès de l'AFH, c'est aussi le lieu de cet échange-là. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Il y a beaucoup de choses qui sont faites sur le site de France Coag. Lors des réunions de mémo, où on essaie de mettre en valeur, notamment à l'occasion des tables rondes, des travaux qui sont faits à partir de France Coag. Donc c'est évidemment probablement pas suffisant, mais il y a un effort systématique qui est fait pour mettre en lumière ces travaux qui sont faits à partir de France Coag. Et c'est un des rôles de la filière. Et il n'y a pas rien. Donc allez sur le site de Mémo, allez sur le site de France Coag, vous verrez qu'il y a un certain nombre d'informations disponibles, probablement pas assez, mais il y a quand même... Il n'y a pas beaucoup de choses, mais il y a un effort systématique de mise en valeur. Mais en revanche, la relecture des tentatives de vulgarisation, on est tout à fait preneur d'aide sur ce plan-là. Et d'ailleurs, vous nous y aidez aussi avec
document de l'AFH, là, excusez-moi, le bulletin de l'AFH. AFH, la revue, tout à fait. Voilà, excusez-moi, la revue. Donc il y a un certain nombre de canaux qui sont utilisés de façon systématique par nous tous pour relayer ces travaux. Donc, Stephen Pipe est arrivé, mais donc je voudrais revenir sur la question, juste rebondir sur, tout à fait, AFH la revue, c'est à travers cette communication que la vulgarisation des recherches, des enquêtes faites à travers France Coag sont communiquées. Donc voilà, je vous engage à lire ces articles. Donc, rapidement, une réponse. La question elle est un peu longue, mais je voudrais savoir pourquoi certains critères sont prévus par la filière MEMO lors des visites de suivi une fois injectés, alors que l'autorisation de mise sur le marché ne l'oblige pas. Je pense à la question de la vérification de contraception. Pourquoi est-ce demandé? Et que se passe-t-il dans le cas où celle-ci n'est pas suivie? Impacte-t-elle les partenaires? Encore une fois, c'est les données des études de phase 3 qui nous ont montré qu'on détectait par des tests de biologie moléculaire la présence encore de l'injection, je dirais, du vecteur et du génome au niveau des différents liquides corporels, et notamment le sperme. Et je suis allée jusqu'à 6 mois dans certaines études, voire plus, et on conseille une contraception aux hommes mécanique obligatoire pour éviter justement dans l'inconnu que ça peut avoir sur le fœtus en cas d'une grossesse, une contraception. C'est vraiment les incertitudes et les inconnus du futur qui, par responsabilité, qui est demandé parce qu'il y a des données dans les études. Je ne sais pas si vous voulez. J'ai juste une petite question, tu n'es pas obligé de répondre, mais juste pour créer peut-être une réflexion. Il y a un delta entre le moment où le médecin, dans les meilleurs du monde, remplit la fiche de suivi France Coag et la saisie-validation. Dans un sujet où on doit être très réactif, est-ce qu'on devrait imaginer une fiche thérapie génique qui devrait être saisie en priorité pour qu'on puisse faire remonter ces données très rapidement? À réfléchir, on n'est pas obligé de... C'est pas forcément une fiche, mais je pense que le fait que ce sont des patients particuliers et qu'il n'y en aura pas 100... par centre. Donc, du coup, je pense que ça peut être on va dire un message, effectivement, de penser à les renseigner au plus vite, afin que les données remontent le plus vite possible. Merci. Plus qu'une fiche spécialisée. Je crois merci beaucoup, Rosine. On a 5 minutes de pause, je crois, c'est ça? Et puis, on se retrouve ici très rapidement.